Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Le déni de la réalité. Le déni de la réalité est un mode de défense qui consiste en un refus par un sujet de reconnaître la réalité d'une perception traumatisante. En termes plus clairs, et pour ce qui nous concerne, c'est la négation obstinée, acharnée, butée par le régime et tous ses membres de la réalité algérienne pour la simple raison que le Hirak a pour objectif de faire dégager tout le régime et tous ses affidés. Une demande particulièrement traumatisante pour ce régime, qui refuse farouchement d'envisager seulement cette perspective. Et à défaut de pouvoir la réduire, il a donc décidé de la nier, de faire comme si elle n'était pas là, d'entrer en autisme profond, de se fermer les yeux et les oreilles, et de tout faire pour tenter de tromper l'entendement général et le simple bon sens de tout le monde, y compris des manifestants eux-mêmes, puisqu'il veut leur faire croire le contraire de ce qu'ils revendiquent. Les Algériens sont dans la rue depuis plus de 9 mois, à manifester de la façon la plus pacifique, rarement, sinon jamais, observée dans l'histoire, pour exiger l'avènement d'une vraie démocratie, tout simplement. Pourtant, malgré cette détermination sans faille, et malgré tous les moyens de la subversion et de la contre-révolution qui ont été actionnés pour l'affaiblir et la dévoyer, le régime ne tente pas seulement de l'étouffer, mais il est lui-même dans le déni. À défaut de convaincre l'opinion publique que les manifestants qui le contestent ne se comptent pas en millions de citoyens, mais juste en quelques milliers, il s'est lui-même laissé convaincre par ses propres grossières affabulations, au point de déclarer publiquement que tous ceux qui manifestent ne le font que pour soutenir les élections qu'il tente d'imposer, et dont tout le monde sait qu'elles ne serviront qu'à le maintenir à la tête du pouvoir. Regardez ces affiches de propagande électorale où nous voyons les Algériens contester la tenue de ces élections et qu'il a transformé, lui, le régime, par la grâce de l'impression, en manifestations qui soutiennent les mêmes élections. Regardez. خوتي شوفوا الاخ سمو l'affiche. جو دير كاريمون سي لا باسيس تاع هذا البوفوار هذا. شوفوا لا باسيس داروا لا فوتو تاع الحراك. هذه لا فوتو تاع الناس في الجي في العاصمه اللي يتظاهروا ضدهم، ياك يتظاهروا ضدهم، وشوفوا شدوهم صوروهم، شوفوا صوروهم من اللور هكذا باش ما تقراوش اللافتات. صوروهم باش ما تقدروش تقراو اللافتات. شوفوا هنايا، ها شوف هنايا صوروهم كاع اللافتات داروهم تما، صوروهم من اللور باش ما تشوفوش اللافتات، ياك هكذا. وهذه الصوره راهم يستعملوا فيها باش يقولوا لكم روحوا تفوتوا. شفتوا كيف شوف كيفاش يقنبلوا بينا، مازالهم يقنبلوا خويا. Mais il n'a pas recours qu'à ce genre de grosses ficelles. Il use de tous les moyens, y compris l'argent sale d'affairistes douteux, pour ramener de pauvres airs et aussi des nervis du régime et jusqu'à des soldats en civil pour faire croire à des contre-manifestations qui le soutiennent et qui soutiennent cette initiative qu'il veut faire passer en force. Regardez. ونحن ولاد الجيش، الجيش ولاد الجيش، وحنا ولاد الجيش. ولاد فرنسا والخونة، جيش الشعب، جيش جيش الشعب.
لا عاد شيش بيكم هذاك الشبح تاع كاع الحاج لو ما مشيش يحتاج راهم اللي حاسين اخواتي نكلموا اليوم راكم تشوفوا لي كاشيريست لي زونسيان كاشيريست بكل منخرطين بالاحزاب جابوهم اليوم باه يديروا مسيره مؤيده للانتخابات هنا. معليش بيسك قالوا لنا باللي اليوم خرجنا في مسيره لا لتدخل اجنبي. انا حذرتهم قلت لهم وإلا نلقى لافتة واحدة نعم للانتخابات راح ندور عليكم، ما تخدعوناش. خرجتونا لا لتدخل أجنبي نرفضوا أي لافتة أخرى، بصح كي لقيت لافتة نعم للانتخابات من حقي. Et pour rester dans cet incroyable déni de la réalité, regardez ce que nous dit une activiste très connue par ailleurs du régime sur ces pitoyables contre-manifestations. Regardez. مسيرة مليونية عبر كامل ولايات الوطن مساندة للمؤسسة العسكرية ورفض التدخل الأجنبي وتأييد للانتخابات. الجزائر je ne vois pas très bien. تنتخب. Voilà. Et cerise sur le gâteau de ce déni de la réalité aura été cette marche du plus puissant relais du régime, l'UGTA, le syndicat le plus puissant, si tant est qu'il est vrai qu'à part cet appareil. Regardez cette manifestation de l'UGTA à Alger. Regardez cette millionia. شبيبة نايضة راو داير روحو ما يسمعش النسبة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش. الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير لفتات. الأميمة ما نسات جبدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات. زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين لاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاعد طير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع. يا مالك الضيبع بقرت لي تمام ما تنباع. توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خديك من البوليتيك. توكسيك توكسيك راها توكسيك تتنحو قاع افيك من ريفوليسيون باسيفيك. يمي انتي ما نهناش ملكية ما نبراش وشوقة ما خسرناش في بلدة العياش شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش. وشوقة ما خسرناش في برمة العياش شبيبة ما تعياش ولاش سماحولا. Algérie, flop du régime contre méga manifestation. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ici Boukhalifa Ben Mammar, militant des droits de l'homme. Boukhalifa, merci d'être avec nous. Merci Jamal, merci pour votre invitation, merci à tous vos invités et merci encore une fois à tous les téléspectateurs de Magharibia qui en souhaitent d'être patients et patients encore une fois, peut-être que ça va finir par se régler. Voilà. Merci beaucoup. Ouhab Hamidi, militant politique, merci d'être avec nous. Merci Jamal pour l'invitation et merci pour tous les téléspectateurs qui suivent le Magharibia. Merci, merci beaucoup. Alors au téléphone, nous n'arrivons pas à les joindre, mais
Je ne sais pas, Amira Bouraoui, médecin militante pour la démocratie, et Aïssa Rahmoun, avocat vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Est-ce qu'ils sont avec nous? Aïssa Rahmoun est avec nous. Alors, nous allons commencer par Aïssa Rahmoun. Merci, maître. Merci, Aïssa Rahmoun, d'être avec nous. Marhaba bik. Mazel. Alors, Boukhalifa, ce déni de la réalité, nous sommes en train de voir tous les jours, depuis 9 mois, 1 semaine et 1 jour, que des millions d'Algériens sont dans la rue. Ils nous disent non, vous vous trompez, ce sont que des milliers. Ils sont en train de nous dire, après, quand ils ne peuvent plus nier l'évidence, parce que tout le monde regarde. Ils disent oui, d'accord, ils manifestent, mais ils manifestent pour les élections. Et ils en arrivent même à confectionner des affiches où ils prennent en photo les manifestations anti-élections pour nous dire que c'est des manifestations pour les élections. Vous expliquez ça comment? Alors, je ne peux pas avoir une explication rationnelle, puisque n'étant pas psychiatre ou psychologue sur ce plan-là, mais c'est le propre de tous les régimes qui ont une genèse de nature stalinienne, un peu comme celui que l'on a eu. Le déni, c'est surtout le refus de voir sa propre réalité et sa propre nature et de l'admettre. C'est un régime à qui l'on peut coller tous les qualificatifs, sauf celui de démocratique ou de progressiste, entre parenthèses. Donc il y a une sédimentation de fonctionnement depuis pratiquement l'indépendance, avec le péché originel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, dans la Révolution, on a liquidé à Banana, donc on s'est retrouvé avec une emprise de militaires sur tout le processus décisionnel, et toute remise en cause est très mal perçue, très mal gérée. Donc, et le bâton de la répression est toujours là. Donc même si le déni de la réalité de la part du régime peut s'expliquer par le fait que tout simplement on refuse d'admettre une réalité, c'est qu'il y a une volonté d'émancipation du peuple algérien, c'est-à-dire que si on revient à des slogans très simples, on n'en veut plus. On n'en veut plus, et si l'on développe en profondeur, on peut trouver que on remet le système en cause parce que le hagara bzaf, parce que les citoyens n'existent pas en tant que citoyens, le déni de droit au quotidien, le déni des droits de la femme, le déni de droits, et on peut multiplier tout cela et démontrer la nature réelle et réactionnaire du système en lui-même. Donc qui ne porte aucun horizon, tout simplement pour dire que pour les Algériens, il ne propose aucun horizon positif, en termes simples. Mais s'inscrire dans ce qu'il fait, la voie dans laquelle il s'inscrit est tout à fait naturelle. Il ne veut pas lâcher. Le drame de ce genre de pouvoir, c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'il tombe. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, quand le chef de l'état-major réclame des interlocuteurs au Hirak, ce n'est pas ça le problème. Dans le même temps qu'il met en prison quiconque émerge du lot. Hein. Tout à fait. Mais le problème n'est pas là. C'est qu'aujourd'hui, le régime qui tente de sauver sa peau d'une façon ou d'une autre ne se met même pas dans une situation où il veut dialoguer. Non, il refuse de dialoguer, il dit non, il n'est pas question. Dialoguer entre vous, il dit. Non, mais sur quelle base il refuse de dialoguer? Il refuse de dialoguer tout simplement. Il n'est pas partie prenante, selon lui. Parce qu'il s'auto-exclut du refus. Or, le peuple algérien, dans un premier temps, demande le départ du régime. Mais est-ce que s'il reconnaissait cette nécessité de négocier, est-ce qu'il ne reconnaîtrait pas de facto, en même temps, que c'est donc l'armée qui tient le régime? Si je reconnais cette nécessité de venir négocier avec vous, ça veut dire que je reconnais aux yeux du monde entier que c'est moi qui tiens le pouvoir et que c'est donc moi qui négocie avec vous. Oui, mais ça va beaucoup plus profond. Ça va beaucoup plus profond parce que l'état profond chez nous est beaucoup plus complexe que la vitrine même militaire. Parce que nous avons un millefeuille de services qui s'entrechoquent
il ne faut pas oublier qu'il y a eu un quadrillage systématique de la société algérienne depuis l'indépendance par les services de sécurité. On ne peut pas être syndicaliste si on n'est pas affilié à une branche du régime. On ne peut pas être un homme politique, on ne peut pas exercer une quelconque responsabilité dans une société dite nationale, une société tout court, sans l'article 120. 120 du temps du FLN. Il fallait être membre du FLN pour pouvoir briguer n'importe quel poste de responsabilité. Mais par la suite, nous avons eu, même si l'article 120 a disparu sur les 30 dernières années, mais nous avons eu un système de cooptation. Les principaux dirigeants, par exemple, qui s'en succèdent... Et puis nous avons eu la fiche bleue du DRS. Oui, qui est toujours... qui est toujours... Oui, voilà. Ah bon? Voilà, qui existe toujours. Et par contre, pour ne prendre que Sonatrach comme exemple, les principaux dirigeants qui sont passés à la tête de la Sonatrach ont tous été cooptés par les réseaux occultes du système. Réseaux occultes, y compris internationaux. Tout à fait, exactement. Les grandes multinationales, entre autres. Exactement, et c'est là où le bas blesse, c'est que le régime nous retourne ce sacro-saint principe d'ingérence, alors que depuis 40 ans, la plupart des responsables de la Sonatrach, y compris les États-Unis, les grosses sociétés, à l'image de... je ne citerai pas de nom, ont eu un droit de regard sur sur la nomination des PDG de Sonatrach. Il faut le dire aussi. Vous avez dit que les fiches bleues étaient toujours d'actualité, même si on sort un peu du sujet? Oui, les fiches bleues, il faut expliquer c'est quoi les fiches bleues. En fait, pour avoir un poste de responsabilité dans l'administration publique... Tous les postes nommés par décret. Exactement. Toutes les charges. Et les administrations, et les entreprises publiques aussi, les grandes entreprises publiques. Et il y a une enquête qui est faite par les services secrets, les services officiellement, on dit que c'est le service de sécurité qui est faite par... donc c'est une enquête où on fait une enquête de voisinage pour l'entourage de voisinage seulement? J'ai dit du voisinage, dans le sens très large du terme. Et même la personne est convoquée pour être entendue par les services. Donc elle existe toujours. Enfin, tous les postes de responsabilité. S'ils ne sont pas adoubés, les éventuels. C'est officiel. C'est pas juste une question d'adouber ou pas, mais c'est une question de. C'est assez administratif aussi. Donc c'est une procédure administrative qui existe réellement. Enfin. Donc, oui, mais faire agréer les prétendants à un poste donné par les services secrets, les services spéciaux, les services de sécurité, surtout pour leurs ancrages politiques, surtout pour leur engagement avec ou contre le régime. Exactement. En fait, même on raconte des anecdotes par rapport aux nominations des ministres. À un moment, quand on disait que Toufik appelait les ministres, il dit « Vous êtes parmi les 3 sélectionnés ». Donc, mais vous attendez que le communiqué officiel qui passe à l'ONTV. Donc, même si on donne au président à l'époque ou le chef du gouvernement de choisir ses ministres, mais les services anticipent et dire voilà. La primauté de la dernière décision. Tactiquement, dire que voilà, on était dans les sous. On sait même que le parapheur du président pour le décret. Pour la signature du décret, il y a le décret sur le parapheur à droite et à gauche la fiche bleue. Exactement. Sans la présence de la fiche bleue, président de la République en personne. S'il n'a pas de fiche bleue avec avis favorable à gauche, il ne signe pas le décret à droite. Exactement. Alors, Aïssa Rahmoun, merci d'être avec nous. Aïssa Rahmoun, est-ce que Aïssa Rahmoun est avec nous? Oui, oui. Ah, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Alors, nous parlions donc d'abord, pour commencer, de ce déni de la réalité du régime qui refuse de voir en ces manifestations des millions d'Algériens qui sont en train de le contester, de rejeter massivement la tenue de ces élections truquées à l'avance dont tout un chacun sait qu'elles ne se tiennent que pour que le régime puisse garder le contrôle du pouvoir. Il a commencé par nous dire non, 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 ce ne sont pas des millions, c'est la main étrangère qui les agite, ce ne sont que quelques milliers, ce sont des ceci, des cela. Et puis, comme il ne pouvait plus nier l'évidence, il est en train d'essayer de nous dire
Non, non, la plupart sont en train de manifester pour les élections. À ce point, c'est... Mais bon, on est dans le b.a.-ba de la vie politique, on est dans l'absurdité politique la plus avancée. Parce que là, dans les années 70, 80 et même 90, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, quand il n'y avait pas le journalisme citoyen qui était là, quand il n'y avait pas des jeunes qui étaient impliqués dans le mouvement associatif, estudiantin et dans le mouvement de la revendication sociale en général, mais de la protestation politique en particulier, le régime a sévi, a eu une vie et plusieurs vies à la fois, parce qu'il n'y avait pas autant d'informations, de communication, de vidéos qui circulaient. Il n'y avait pas ce réveil qui était qui faisait surface dans le front social. Mais c'est une absurdité d'une part, mais c'est tragico-comique comme situation. Et cette utilisation, Aïssa Rahmoun, cette utilisation par le régime pour sa propagande électorale, pour appeler les gens à voter, il est en train d'afficher un peu partout des affiches, ici en France aussi, un peu partout, dans les consulats, à l'ambassade, où on voit une foule à Alger, c'est une photo prise à Alger, des manifestations du Hirak, où ils ont un peu chahuté les banderoles pour qu'on ne puisse pas lire l'écriture, et où ils disent ces millions que vous voyez sont en train d'appeler aux élections, alors que les mêmes manifestations sont en train d'appeler à ne pas participer à ces élections. Mais je pense qu'on ne peut plus tromper personne. On a vu une cérémonie qui s'est déroulée à l'ambassade d'Algérie en Italie, par exemple, où des officiels au niveau de cette ambassade faisaient l'éloge et la promotion de l'élection du 12 décembre. Et soudainement, des Algériens sont là et qui étaient dans la cérémonie, qui ont dénoncé ça. On a vu dans des salles de cinéma, dans des salles de conférences en Algérie, un peu partout dans les chancelleries étrangères, où des Algériens étaient là, visiblement, à dire non, on n'est pas avec pas d'élection, Malaï Sabat. Donc c'est vraiment, c'est ce que je disais, ça relève de l'absurdité, ça relève de la mesquinerie politique. Mais bon, on est habitué à ce genre de gestion médiatique. Quand on voit en Algérie, c'est désolant. Bien qu'il y a beaucoup de vos confrères, journalistes qui résistent, qui sont là à porter leur autonomie, à revendiquer leur autonomie, leur indépendance et leur esprit professionnel. Mais ça ne peut plus marcher. Ils sont dans une situation c'est le chaos du régime réellement qui s'exprime par la violence, par la manipulation des images, par la manipulation des chiffres, par la manipulation des données, par la manipulation de la main étrangère, avec la déclaration, plutôt la résolution du Parlement européen à Strasbourg. Et là, ça nous renvoie. Réellement, le régime n'a pas évolué. C'est pas un régime qui est intelligent, en fin de compte. C'est pas un régime qui est rusé, certes, mais c'est pas un régime qui est intelligent. Dans le sens politique, dans le sens du pouvoir, de pouvoir en concept. Et je reviens à vous dans un moment. Amira Bouraoui, merci d'être avec nous. Amira Bouraoui. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre invitation, M. Djamaldine. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors, Amira Bouraoui, nous parlions donc de ce déni de la réalité du régime qui refuse de voir la réalité en face, qui s'enferme dans des affabulations absolument incroyables, hallucinantes. Il a commencé donc par nous parler des manifestants eux-mêmes comme étant agités par la main étrangère, puis à nous dire que ce ne sont que quelques milliers, puis de guerre lasse à nous dire oui, d'accord, ils sont nombreux, mais ils sont là pour demander la tenue des élections. Et il est allé jusqu'à confectionner des affiches où il a pris des images du Hirak en train de contester les élections. Il le fait surtout au niveau de la diaspora, dans les consulats, pour leur dire, regardez ces millions de gens qui demandent la tenue des élections. Oui, Monsieur Benchenouf, ce qui s'est passé aujourd'hui est déjà quelque chose de très très grave. ما حدث اليوم شيء خطير خطير وخطير جدا. اليوم راهم يتاجروا بالوطنية كما تاجروا بكري بالدين.
راهم يتاجروا بالوطنيه. واش راهم يقولوا؟ راهم يخرجوا هادو الناس تاع لو جي تي ا. شكون هادو الناس تاع النقابه تاع لو جي تي ا؟ النقابه تاع سيدي السعيد. سيدي السعيد اللي كان مع بوتفليقه ومع النظام منذ اكثر من 20 سنه. اليوم خرجوهم في الشارع وقالوا لهم باللي انتم راكم مع الجيش وانتم راكم مع الوطن. كلي زعما الحراك اليوم راهو ضد الوطن وراهو ضد اليوم شيء خطير. والتلاعب هذا اللي راهو يصرى اليوم monsieur Bencheloun, c'est très grave ce qui se passe. Ils sont en train de remonter une partie du peuple contre une autre partie du peuple. Ces gens-là sont très dangereux. Ils l'ont déjà fait, ça nous a coûté des milliers de morts. Ils sont en train de refaire exactement la même chose. Oui, mais Amira Boraoui, tel que l'indique le titre de cette émission, ces marches qu'ils organisent ici et là, avec beaucoup de moyens, énormément de moyens, elles ne sont, ces manifestations, que des flops, y compris la marche de l'UJTA aujourd'hui, dont on a montré les images et qu'on va encore montrer pendant que vous parlez. Ces manifestations ou ces contre-manifestations sont vraiment tout ce qu'on veut, sauf le millionnia dont il nous parle. Oui, monsieur Bencheloun, c'est vrai que c'est un flop. Mais à côté de ça, je vous parle de sur le terrain. Sur le terrain, vous avez des Algériens. Il y en a certains qui sont pour le Hirak et qui soutiennent donc la démocratie, qui sortent tous les vendredis, tous les mardis. Mais à côté de ça, il y a des gens qui sont endoctrinés. واش راهم يقولوا لهم؟ يقولوا لهم باللي الناس اللي راهم يخرجوا بالجمعه وبالثلاث هادو الناس راهم ضد الجزائر. هادو الناس راهم مع الايادي الاجنبيه. هادو الناس راهم ضدنا. Ils sont en train de remonter des Algériens contre d'autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on risque d'avoir de gros problèmes de violence. Du jour au lendemain, M. Bencheloun, on peut avoir des Algériens contre d'autres Algériens. Et ils sont pas mauvais tous les deux. Tous les deux, c'est des Algériens qui aiment leur pays, mais il y en a certains qui sont en train de militer pour la liberté, l'indépendance, la démocratie, et d'autres, ils les endoctrinent. Eh bien justement, restez avec nous, Amira, nous allons aborder ce sujet de la résolution du Parlement qui est en train d'être utilisée pour faire sortir les gens. Et j'aimerais qu'on nous prépare cette vidéo qu'on a vue, qu'on va revoir, cette dame qui a dit « nous ont piégés ». Mais j'aimerais qu'on la voie en entier parce qu'elle a été tronquée. Où elle dit ces gens-là nous ont dit « venez manifester contre la résolution du Parlement européen ». Et quand on est rentré dedans, on a trouvé des banderoles pour participer aux élections. Et j'ai dû donc, elle a dit comme ça, et j'ai dû donc quitter cette manifestation. Alors, Boukhalifa, cette utilisation et puis après nous allons parler de la résolution en elle-même. Elle est utilisée par ce régime sans aucun scrupule pour faire croire aux gens d'abord que c'est une menace contre le pays, mais surtout pour faire sortir les gens, puisqu'ils n'ont pas réussi à rassembler des gens. Là, ils ont trouvé le moyen, ils réussissent à rassembler un tant soit peu de gens, à qui ils font croire qu'ils manifestent contre la résolution du Parlement européen, alors qu'à l'intérieur, il y a des pancartes pour les élections. Alors, juste un bref retour sur l'histoire. En 1963, quand il y avait les maquis du FFS, on a eu la défection du commandant Mohamed Ould Hajj, qui est parti, non pas rejoindre Ben Bella, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais il est parti avec un certain nombre de militants du FFS de l'époque, tout simplement parce qu'il y avait la menace à la frontière marocaine. Absolument. Premier point de l'histoire, c'est-à-dire que l'Algérien, on peut le mobiliser en créant l'ennemi intérieur et l'ennemi extérieur. Voilà. Donc la figure de l'ennemi intérieur, donc, elle a pris plusieurs visages pendant les années 60, les années 70, pendant les années 80, pendant les années 90. Et aujourd'hui, elle prend aussi un autre visage. Donc il y a ça. Il y a aussi ce qu'on appelle, quelque chose qui s'est diffusé dans le discours politique algérien, ce qu'on appelle en arabe thawabit. Les constantes.
les constantes. Donc chez les médecins, on parle de constante vitale, c'est sa tension, c'est le niveau de sa glycémie et ainsi de suite. Mais chez le régime algérien, on a développé ce qu'on appelle les constantes. C'est quelque chose qui ne veut rien dire, au fait, réellement, mais c'est un discours qui est diffus dans la société. Et il est très facile à un moment donné de créer une espèce de course vers une expression zélée, chauvine. Voilà. À qui mieux pourra montrer et égrener sa corde nationaliste. Nationaliste étriqué. Voilà. Donc, et le problème du camp qui défend une vision démocratique qui est active, c'est que quand on se retrouve dans ces situations, c'est très difficile de faire œuvre de pédagogie parce qu'on ne dispose pas des moyens de propagande du régime. Donc ça nous arrive de temps en temps de passer par le canal de Al-Magharibia pour expliquer certaines choses. Et ce n'est pas anodin si y a un cri de ralliement qui dit Al-Magharibia Qanat Shab, qui est une réalité. Merci. Donc cette œuvre de pédagogie est extrêmement difficile à faire. Pourquoi ? Parce que le système a quadrillé la société. Les cafés littéraires sont devenus un danger imminent pour le système, parce qu'il a compris que la vertu pédagogique fait reculer cet esprit. C'est-à-dire qu'à un moment donné... L'éveil citoyen. Exactement. L'éveil citoyen et l'esprit nationaliste, parce qu'il va se retourner. Comme ce jeune capitaine de la marine marchande qui est à Boumerdès, qui a dénoncé l'emprise, par exemple, d'une entreprise émiratie sur l'ensemble des ports algériens. Fi Jazair el-Aïzi ou el-Karama, donc Bouteflika et l'Aïsaba, qui est en prison, selon lui, et l'Aïsaba que lui, il incarne, ont vendu l'Algérie. Aujourd'hui, il ne faut plus avoir peur des mots. Tout est hypothéqué. Voilà. Donc aujourd'hui, rien ne peut se faire sans l'aval des Émirats en Algérie. Et je pense qu'ils ont été les instigateurs directs de la contre-révolution que nous sommes en train de vivre. Et je dirais peut-être qu'en partie, les déboires d'Al-Magharibia, on peut aussi les impliquer, les imputer. À l'influence émiratie sur certains cercles occultes, Je n'irai pas jusqu'à utiliser le même artifice sémantique qu'utilise le régime en disant il y a des mains qui sont comme ça, mais en l'absence de preuves, donc je ne peux que supputer. Mais en tout état de cause, exalter cet esprit nationaliste, ça a toujours été un modèle de fonctionnement du régime. Il sait bien faire. Sauf que là, ce qui se passe avec lui, c'est qu'il n'y a plus autant d'argent qu'avant. Ah ouais. Il ne dispose plus de cette façon de faire d'entraîner des millions de gens dans la rue, et les slogans sont creux. Hein? Ils sont creux. Et comment ? Ils sont creux. Et le mensonge est vite démasqué, à l'image de cette dame qui vient de dire qu'on a été manipulé. Et nous allons la revoir justement avant d'aller vers Wahab Hamidi. Regardez, écoutez cette dame. بيسك قالوا لنا باللي اليوم خرجنا في مسيره لا لتدخل اجنبي. انا حذرتهم قلت لهم ولا نلقى لافته واحده نعم للانتخابات راح ندور عليكم ما تخدعوناش. خرجتونا لا لتدخل اجنبي نرفضوا اي لافته اخرى. بصح كي لقيت لافته نعم للانتخابات من حقي اسمحي لي من حقي نعم للانتخابات. Voilà, donc quand elle s'est exprimée, l'entourage s'en est pris à elle, et ils sont en train d'utiliser cette résolution qui divise les Algériens, on va en parler tout à l'heure, pour attirer le maximum de manifestants, comme le disait notre ami, pour diviser les Algériens, et surtout en leur faisant croire qu'ils sont en train de défendre le pays contre l'ingérence étrangère. Exactement. Alors qu'au milieu, ils mettent des banderoles, oui, pour les élections. Déjà, le fait de dire que la résolution, c'est Tadakhul Ajnabi, oui. c'est complètement faux déjà. Vous allez y arriver. Si, peut-être un point juste par rapport à cette résolution, c'est que la résolution du Parlement, déjà, il faut bien préciser que c'est une résolution du Parlement européen, ce n'est pas la Commission européenne. Il faut vraiment faire la distinction. Donc on va revenir peut-être après dans une deuxième partie pour aller plus en détail par rapport à cette résolution. Cette résolution vient déjà
en application de l'accord de l'association Union européenne-Algérie. Hein. L'article 2 précise très bien que le respect je peux même le lire parce que je lis l'article, que le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme constitue un élément essentiel de l'accord et inspire les politiques internes et internationales des deux parties. Donc, quand on est signataire de l'accord, c'est l'article 2. Exactement. Oui. Quand on est partenaire, on signe un accord. À un moment que mon partenaire, je vois qu'il a dévié par rapport à l'accord qu'on a signé, ben je le rappelle. Mais ça ne veut pas dire que l'Union européenne va intervenir dans les affaires internes. Mais nous allons en parler dans un moment. Voilà. Mais cet usage du régime... Donc cet usage par rapport... Il revient à des réflexes qui sont dépassés. Maintenant, parce qu'on a vu les candidats, les premiers jours après le début de la campagne électorale, ils sont partis dans les zaouïas. Parce que le régime pense que faire fonctionner ces relais traditionnels, ce qu'on appelle les compositions du système, enfin, les zaouïas, les réseaux d'affaires, les services dormants du renseignement, enfin, ce qu'on appelle la police politique, même qui n'existe pas officiellement, mais qui existe réellement dans le maillage de la société, des associations, enfin, le clonage, ça on le sait très bien comment ça fonctionne, la nature du système. Absolument. Parce que le régime, quand on parle du régime, le régime c'est juste la composition politique du système. Le système s'articule sur un certain nombre de mécanismes, y compris, maintenant on l'a vu aujourd'hui, ils pensent qu'à travers l'UGTA, j'aurais aimé, je vais mettre une parenthèse, que l'UGTA appelle à sortir quand il y a eu l'adoption de la loi sur les hydrocarbures. Donc pour moi, c'était le rôle essentiel d'un syndicat des travailleurs, défendre les richesses nationales. La principale, normalement, voilà, mais on ne les a pas vus, on ne l'a pas vu l'UGTA. Donc, maintenant, enfin, on profite peut-être de cette résolution pour faire peut-être... Pour moi, c'est les dernières cartouches. Voilà, on a tout essayé et maintenant, enfin, on arrive au bout et on essaie tout. Enfin, pour moi, c'est comme voilà, c'est quand on perd une guerre. Voilà, enfin, c'est ce qu'on fait. C'est les dernières batailles, les batailles d'arrière-garde. Voilà, on fait coller les sous-marins comme ils l'ont fait les nazis. Ou c'est pas. Enfin, c'est les dernières. On se saborde. On se saborde. Donc maintenant, on a vu qu'il n'y a pas eu mobilisation, même avec tout l'artifice. Oui. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ouais. Tout l'artifice et tous les moyens de l'État qui sont mis pour mobiliser, mais on a vu que ça ne mobilise pas. Donc là, ça nous renseigne. Il y a une chose que peut-être ce régime, enfin ce système ne voit pas, c'est que l'Algérie a changé. Le 22 février, l'Algérie, c'est une Algérie nouvelle. La société a d'autres aspirations. Et lui, il est dans le déni de ça. Il est dans le déni. Il est dans le déni. Il refuse d'envisager cette... Ou juste gagner du temps. Pour gagner du temps, peut-être faire maquiller, faire peut-être disparaître tout... Ou peut-être provoquer la violence pour pouvoir décréter un état d'exception. Exactement, et voilà. Alors, Issa Rahmoun, avant de vous donner la parole, j'aimerais montrer une vidéo de la chaîne Choroq où on voit je vous demanderai de le suivre très attentivement, où on voit une reporter, une dame qui faisait un reportage depuis le terrain sur ces manifestations organisées par le régime, et vous allez voir, vous allez écouter et vous allez vous rendre compte de ces artifices dont se sert le régime pour manipuler l'opinion publique. Regardez. الآن متواجدة بساحة البريد المركزي أين يتجمع العشرات من الجزائريين وعمال الاتحادية العامة. نعم، حتى نعيد فقط مئات وليست عشرات نجية على ما أعتقد. نعم، إذا شكرا لك نجية، إن كانت لك إضافة تفضلي. Alors, nous allons la revoir. Elle parle, elle dit, je suis à la place Alger, la place de la Poste, où il y a des dizaines, elle dit, elle est sur le terrain, hein, il y a des dizaines de manifestations pro-élection, et lui, il la corrige, alors que lui n'est pas sur le terrain, il lui dit, non, non, vous voulez dire des centaines, pas des dizaines. Regardez.
المتواجدة بساحة البريد المركزي أين يتجمع العشرات من الجزائريين وعمال الاتحادية العامة. نعم، حتى نعيد فقط مئات وليست عشرات نجية على ما أعتقد. نعم، إذن شكرا لك نجية. إن كانت لك إضافة. Il n'y a pas beaucoup de monde, vous voyez par vos propres yeux, il n'y a pas des centaines, il y a des dizaines comme elle a dit, et lui la recadre publiquement en direct. Alors, Issa Rahmoun, sur cet usage excessif de cette histoire de résolution du Parlement européen que le régime utilise pour faire sortir les gens manifester contre cette résolution, et où à l'intérieur ce n'est plus une question de résolution mais pour appeler aux élections et donc contourner cette demande massive des Algériens de ne pas aller à ces élections. Allô? Oui, on vous écoute. Très bien. Donc permettez-moi, je reviens sur la question tout en faisant un parallèle. Souvenez-vous, à l'occasion de l'arrêt du processus démocratique électoral, c'est vraiment un sujet de bac philo. La question qui se posait à l'époque, pourquoi arrêter un processus démocratique, dit démocratique, tout en sachant que ce processus va remettre la démocratie en cause? C'est à peu près le même topo qu'on a actuellement, c'est à peu près la même question. Comment dénoncer une ingérence étrangère tout en sachant que cette ingérence dans la résolution du Parlement européen revendique essentiellement le respect des droits de la personne. Oui, mais nous allons y arriver. On va consacrer un volet à cette question. Pour le moment, on en est au stade de la manipulation de l'opinion publique pour la faire sortir. Ils se servent, comme disait Boukhalifa, des constantes qui refusent. Vous savez que les Algériens sont très ombrageux pour ce qui concerne leur souveraineté et ils utilisent ça de façon éhontée pour faire croire donc que les Algériens sont en train de manifester contre les ingérences extérieures alors qu'en fait, à l'intérieur, il y a des banderoles où on soutient la tenue des élections. Oui, je suis tout à fait avec mon ami Boukhalifa. Écoutez le nationalisme algérien et puis cet atavisme ou cette fibre nationaliste qui est ancrée dans nos gènes, dans notre sang, dans notre esprit, fait que l'Algérie avant tout. Et puis il y a deux stations principales de l'histoire qui sont la proclamation la déclaration du 1er novembre et le congrès de la Soumane qui consacre la primauté de l'intérieur sur l'extérieur, sont assez utilisées à des fins politiques, à des fins vicieuses, à des fins politiques très vicieuses. Je dirais que si la résolution du Parlement européen, là je reviens sur la politique européenne de voisinage, je suis tout à fait d'accord avec Boukhalifa, qui était révisée en 2012, qui consacre dans l'article 2 que tout accord commercial, que tout accord économique, que tout accord écologique, etc., est soumise à l'acceptation et au respect des droits de la personne humaine et des règles démocratiques dans chaque État. Ce qui veut dire que l'Europe, et là il faut dénoncer clairement que 10 mois après la révolution, après le 22 février à nos jours, le Parlement européen s'est tu. Il faut faire la différence dans le mécanisme européen. Il y a le Parlement qui est basé à Strasbourg, il y a l'exécutif et les différentes commissions, comme la Commission européenne, les droits de l'homme à Bruxelles, la Commission des droits socio-économiques, les différentes commissions qui sont installées à Bruxelles. Il faut faire la différence. La méconnaissance du mécanisme international, du mécanisme européen, fait que en Algérie, il y a probablement ce sentiment, cette volonté à nier tout ce qui vient de l'étranger. Mais en contrepartie, on dit que la résolution du Parlement européen traite 2-3 chapitres essentiels qui sont le respect des libertés individuelles et collectives,
le respect de la démocratie. Ils sont dans leur mandat. Et nous allons y arriver. Nous allons y arriver, Issa Rahmoun. Avant de donner la parole à Amira Bouraoui, je voulais apporter de l'eau à son moulin, elle qui parlait de ce risque à monter et dresser les Algériens les uns contre les autres. Nous allons vous montrer quelques images de cette fameuse marche millionnaire de l'UJTA et comment a été la réaction des jeunes hirakistes à leur endroit. Regardez. Amira Bouraoui, donc les jeunes hirakistes ont été à la rencontre de cette manifestation organisée par l'UJTA à la demande du régime et la police a dû protéger les manifestants de l'UJTA en embarquant par paquet entier des hirakistes. Tout à fait. Et puis vous avez un régime qui a toujours instrumentalisé c'est vieux comme histoire. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose, Monsieur Benchenouf, que vous ne savez peut-être pas et que confirmera Samir Belarbi quand il sortira de prison. En 2014, le bureau politique de l'ambassade des États-Unis on va discuter avec vous. En tant que progressiste, je me savais progressiste et je me suis dit je ne suis pas la seule à représenter l'opposition algérienne. Avec toutes les couleurs de l'Algérie. Donc عيط لسمير بالعربي qui est un conservateur وقلت له نروحوا كيف نروحوا نشوفوا هادو الامريكان واش حبوا عندنا qu'est-ce qu'ils nous veulent. طلعنا انا وسمير شفنا le bureau politique تاع الامريكان تاع l'ambassade des États-Unis qui a voulu nous voir. قال لك انتوما c'est quoi votre alternative. احنا واش قلنا لهم انا وسمير قلنا لهم nous on veut tout sauf التدخل نتاعكم انتوما باسكو وين تدخلتوا عميتوا لها تدبابها quel que soit les pays كاع العراق la Syrie on a vu ce que vous avez fait. On vous demande une seule chose, de ne pas les soutenir. Mais ne vous mêlez pas de notre militantisme. Et ça, on l'a dit au bureau politique des États-Unis. On l'a dit également à l'Union européenne, qui nous a proposé des choses, d'aller vivre ailleurs en Suisse, d'apprendre des choses, de nous former, malgré que nous avons on ne travaille plus. Monsieur Benchenouf, on ne travaille pas. Je sais que vous ne travaillez plus, vous, en tant que médecin, gynécologue. Mais malgré ça, Monsieur Benchenouf, on a refusé de nous faire instrumentaliser, que ce soit par l'Union européenne ou que ce soit par l'ambassade des États-Unis. Nous avons dit non. Quitte à crever de faim. Vous comprenez ça? Oui, parfaitement. Et au sujet de cette utilisation donc, du régime de cette résolution du Parlement européen pour s'en servir dans des manifestations pro-élection. Bien sûr qu'ils vont les utiliser, bien sûr. Ils vont les utiliser comment? Ces gens-là, ils ont vendu le pays, ils l'ont vendu, ils ont tout fait, le bled, mais d'une manière, mais aujourd'hui, ils sont effectivement en train d'instrumentaliser l'Union européenne. Je me pose même la question s'ils ne se sont pas entendus. Je me pose la question. Et nous allons revenir sur ce sujet de la résolution. Mais avant, quelques rappels. Je vous demande de m'aider éventuellement si vous voyez un fait ou deux que j'aurais oublié.
Il faut rappeler que cette ingérence des pays étrangers, c'est le régime lui-même qui l'a sollicité. En envoyant, si vous vous rappelez, au lendemain du Hirak à Mamra, l'ex-ministre des Affaires étrangères qui est devenu subitement l'émissaire, qui a été envoyé un peu partout dans les États occidentaux et plus encore, pour demander la bénédiction pour un 5e mandat. Je rappelle aussi que M. Ben Saleh récemment est parti chez Poutine pour lui rendre compte littéralement, pour lui dire que ne vous laissez pas tromper, ce ne sont pas des manifestations, ce n'est que Ba'd al-Anasr. Il n'y a dans la rue que quelques éléments qui sont manipulés. Est-ce que vous pouvez me rappeler d'autres cas d'ingérence avant que je vous le montre la dernière en date? Oui, les voyages du chef de l'état-major aux Émirats. Aux Émirats, en tant que quoi, et quel en a été les soubassements, voilà, donc démocratiquement. Et puis il faudra aussi parler aujourd'hui de la nature des relations. Je ne parle pas des relations diplomatiques. Quelle est la nature des relations politiques qu'entretient l'Algérie avec les Émirats, d'une part, et d'autre part, la nature réelle et profonde des relations qu'entretient l'Algérie avec... Non, mais pour le moment, nous en restons à ces demandes d'ingérence de puissance et d'États étrangers émises par le régime lui-même. Vous en voyez d'autres attendez, je vais vous montrer la dernière en date. C'est celle de l'ambassadeur chinois qui vient de s'exprimer sur la résolution européenne. Regardez. نعترض على أي قوة أجنبية تدخل في شؤون داخلية جزائرية طبعا هذا وإن نستطيع ونحن سوف نستمر بوقوف في جانب جزائري ونتعرض على أي تدخل قوات الأجنبية في شؤون داخلية جزائرية. Alors, l'ambassadeur chinois qui déclare que son pays est contre toute ingérence dans les affaires algériennes, alors que lui-même est en train de pratiquer cette ingérence. Il s'ingère, mais d'une façon absolument extraordinaire, sur le sol même de l'Algérie. Ça a été dans la marche d'aujourd'hui. Oui. J'ai cherché tout à l'heure. Il est sorti et il s'est exprimé. Oui. S'il y avait un précédent dans l'histoire diplomatique, je pense que c'est vraiment un ambassadeur d'un pays étranger qui manifeste contre les... Franchement, il faut approfondir. J'ai essayé de chercher l'après-midi, je n'ai pas trouvé, mais il faut peut-être c'est incroyable, un peu plus en détail. Il parle d'ingérence et il s'ingère. C'est vraiment une première dans les annales de l'histoire, de la diplomatie. Enfin, voilà. Mais là, ce n'est pas une ingérence. Ce n'est pas du tout une ingérence. Bon, après... Mais ça démontre aussi l'état de décrépitude. C'est-à-dire que quand on est en présence quand même d'un État qui se respecte et d'un État qui est souverain, il n'aurait jamais déjà toléré ça. C'est-à-dire qu'un État qui est incapable de se défendre lui-même, faisant appel aux ambassadeurs étrangers, c'est-à-dire que c'est un non-État. On est en présence... Déjà, on n'a plus d'État sur le... On a un État peut-être formel qui est né au lendemain... C'est pour ça que nous disons régime. Voilà, exactement. Et il ne faut pas oublier, la Chine est un client du régime algérien. La Chine est un bon client. C'est le premier partenaire économique de l'Algérie. Voilà. Commercialement. Voilà. Et la Chine ne s'embarrasse pas de formalisme démocratique. Donc les Chinois ne connaissent pas l'usage démocratique. Donc il faut dire aussi. Voilà. Mais Aïssa Rahmoun, sur ce deux poids, deux mesures, après nous parlerons de la résolution en elle-même. Un régime qui donc lâche tous ses relais pour tomber sur la résolution du Parlement européen et un ambassadeur chinois en Algérie qui arrive au milieu d'une manifestation pro-régime et qui dit « Nous nous opposons à toute ingérence en Algérie ». Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Halal alayhum ou Haram alayna. Ça s'appelle avant la déclaration de cet ambassadeur de la République de Chine. Il faut se rappeler aussi de la déclaration de l'ambassadeur d'Espagne. Absolument, merci de nous l'avoir rappelé.
Nous l'avions oublié. Aussi, absolument. Voilà, que l'Espagne, comme État, soutenait les élections, le processus électoral envisagé en Algérie. Alors, deux poids, deux mesures, tout à fait. Je reviens sur les mécanismes, et là, Boukhalifa, je pense qu'il a tiré la sonnette d'alarme sur l'article 2. Et on devrait avoir deux attitudes à la fois. Si des organisations, des ONG internationales, non gouvernementales, dénoncent des cas de torture, dénoncent des cas d'arrestation arbitraire, dénoncent des cas de jugements non équitables qui sont bâclés, on a vécu en tant qu'avocat, en tant que défenseur des droits de la personne humaine. Et si les différentes organisations dénoncent ça, et que ça dépasse par la suite le cas des ONG pour arriver au stade des institutions officielles, qui sont les gouvernements, les parlements et le Parlement européen en particulier. Donc, je dirais qu'ils ont tardé 10 mois de révolution, 10 mois de Hirak. Ils sont très en retard par rapport à leur calendrier droit de l'hommiste, comme on dit, à leur calendrier, à leurs énoncés politiques, à leurs énoncés démocratiques, à leurs énoncés progressistes, tout à fait. Mais d'une autre part, les intérêts, on voit que les intérêts économiques, les intérêts entre un continent qui est l'Europe et un continent qui est l'Algérie peut s'avérer très dangereux dans les rapports entre les États et les institutions. On voit que la résolution du Parlement européen dérange à plus d'un titre. Déjà en nous, il faut le dire, en tant qu'activiste, en tant que militant des droits de la personne humaine, on dénonce le retard accumulé pris par le Parlement européen et les différentes commissions et institutions européennes d'une part. Mais il faut dire que la question des droits de l'homme est une question universelle, indivisible, qu'elle s'applique aux citoyens qui est à Tombouctou, qui est à Téhéran, qui est à Haïti ou au Bénin, comme elle s'applique aux Algériens. Parce que l'universalité des droits de l'homme n'est pas seulement une conception philosophique, mais c'est aussi un travail institutionnel, c'est un travail d'État à État, c'est un travail qui se fait au quotidien. Donc l'accord d'association entre l'Union européenne et les pays de la rive sud de la Méditerranée, dans le cadre de la PEV, la politique européenne de voisinage, consacre dans son article 2 le respect des droits de la personne humaine et la démocratisation des sociétés. Ce mécanisme a été aussi approuvé par l'OSCI, qui est une institution très, très importante en Europe dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord européen de voisinage, d'une part. D'une autre part, on n'a aucune leçon à recevoir de quiconque parce que le processus de transition démocratique... allô ? Oui, on vous écoute. Les différents processus de transition et de transformation politique dans des pays ayant connu des crises politiques assez sérieuses, des guerres civiles, des crises économiques, socioculturelles, etc., ne peuvent pas venir de l'extérieur. On ne peut pas standardiser, on ne peut pas calquer un schéma de transition dans n'importe quel pays du monde si ça ne vient pas de l'intérieur. Et là, en Algérie, je pense que tous les éléments philosophiques, que toutes les politiques ayant dans le sens à libérer l'Algérien, l'humain, sa dimension humaine, sa culture, sa profondeur sociologique, et ethnique, éthique, etc., ne peuvent venir que de l'Algérien en lui-même. Et je reviens à vous dans quelques instants. Oui, poursuivez votre phrase, finissez. Cette phrase, je pense, tout en dénonçant bien sûr que la résolution du Parlement européen n'est que justice faite à un pays, à un État qui est l'Algérie. C'est une solidarité, et cette solidarité ne sera que humaine dans le cadre où l'on voit, où l'on aperçoit, où on qualifie l'humain dans sa dimension universelle, dans son existence en elle-même,
Et arrêtons de dire que le pouvoir, et effectivement, je suis d'accord avec Boukhalifa, en 1963, Mohamed Ouelhadj, et par cette fibre nationaliste défendre le territoire, l'intégrité nationale du pays, le pouvoir utilisait ça. Mais bon, actuellement, je pense que nos jeunes ont compris les leçons du passé. À chaque fois, on revient au passé pour dire que nous n'avons pas vécu, analysé, compris et transcendé nos complexes du passé et qu'on passe à d'autres choses plus sérieuses, c'est la construction d'un avenir commun. Et je reviens à vous dans un instant. Amira Boraoui, avant de vous donner la parole, je rappelle donc que le ministre de l'Intérieur espagnol s'est rendu à Alger, où il a fait une déclaration, où il a dit nous soutenons le processus électoral qui doit avoir lieu le 12 décembre. Et ça, ce n'est pas une ingérence. L'ambassadeur de Chine à Alger aujourd'hui, au milieu d'une manifestation qui se disait contre l'ingérence, s'ingère dans les affaires algériennes en disant qu'il dénonce toute ingérence dans les affaires algériennes. Alors que, Amira Boraoui, alors que la résolution du Parlement européen s'est faite dans un cadre d'accord d'association, où il y a des traités, des conventions, que l'Algérie a signé, où elle dit clairement accepter de se plier à certains principes généraux, comme ceux de la liberté de la presse, d'une justice qui ne soit pas instrumentée, etc., etc. Et donc l'Union européenne a fait cette résolution, le Parlement européen, pardon, a donc formulé cette résolution dans le cadre des traités qu'a signés l'Algérie elle-même. Elle n'est pas sortie de là. Et on l'accuse d'ingérence, alors qu'un ambassadeur chinois et un ministre d'Intérieur espagnol viennent en Algérie, font des déclarations qui sont de véritables ingérences, et personne ne dénonce. À votre avis, Amira Boraoui? Je suis tout à fait d'accord et je vous rejoins par rapport au fait que tous les ambassadeurs, en général, représentent les États qu'ils représentent. Donc ces ambassadeurs-là et toute la brochette d'ambassadeurs qui ont été reçus par Tebboune, que ce soit l'ambassadeur des États-Unis ou l'ambassadeur espagnol ou autre, ces gens-là, ils représentent des forces étrangères. Ça, c'est la véritable ingérence. C'est l'ingérence par rapport aux intérêts, les intérêts qu'ils ont dans notre pays. Par contre, quelques parlementaires qui représentent des peuples qui les ont élus. Donc ce sont des peuples qui nous soutiennent en tant que peuple. Moi, je remercie M. Benchenouf, le parlementaire Raphaël Glucksmann, qui, au bout de 9 mois, où un peuple algérien, M. Benchenouf, à un moment, il leur a dit à ce Parlement, vous parlez de tous les pays du monde. À côté, au niveau de la Méditerranée, vous dites rien sur eux. Il l'a dit en tant que parlementaire élu par un peuple. Il n'a pas été désigné. Il a parlé au nom du peuple qui l'a élu. Raphaël Glucksmann, quand il a pété un câble et qu'il a dit on a parlé de tous les pays du monde qui sont à des milliers de kilomètres de chez nous. Mais nous n'avons pas parlé de ce peuple algérien qui sort depuis 9 mois de manière pacifique pour demander à être libre. On n'a rien dit. Eh bien moi, je salue ce parlementaire. Et pour moi, ce n'est pas de l'ingérence, c'est du soutien. Restez avec nous, Amira Boraoui. Alors, au sujet de la résolution en elle-même. Alors, certaines voix se sont élevées contre la résolution. C'est une résolution qui divise, hein, qu'on le veuille ou non. C'est pas la première. Oui. Il y en a eu en 2015. Ah oui, non. Le 27 mars 2019. Oui. Ah, d'accord. Non, c'est pas la première. Ah, vous allez nous en parler. J'ai tout noté. Donc, très bien, vous allez nous en parler. Oui. Alors, au sujet de cette résolution, il y a certaines voix qui sont élevées, qui ne veulent pas être pour, qui ne veulent pas être contre, donc qui ont trouvé une certaine astuce, qui disent aujourd'hui, oui, l'Union européenne, si elle voulait vraiment aider les Algériens, il fallait qu'elle demande à leurs États respectifs
le Parlement européen plutôt, que les parlementaires demandent à leurs États respectifs de saisir, de geler les avoirs des barons du régime qui sont en Europe, etc. etc. Alors, vous m'arrêterez si je me trompe, je ne suis pas spécialiste en la matière. Moi, je crois que les parlementaires européens ne peuvent intervenir que dans un cadre déterminé, avec les États eux-mêmes qui font partie de ces accords, où ils ont signé des conventions et des traités, et qui prévoient des points précis. C'est-à-dire que les parlementaires peuvent intervenir en matière de violation des droits de l'homme, en matière de violation de la liberté d'expression, de la liberté de la presse. Ce sont des points précis qui ont été notés l'un après l'autre. Mais, et je vais venir, mais il n'est pas prévu dans ces conventions et dans ces traités que les parlementaires européens puissent demander à leur État de geler les avoirs de ces barons du régime qui ont donc exfiltré ces capitaux dans leur pays. Et que, en l'occurrence, et c'est un principe universel, je crois, que c'est à l'État légitime, par exemple, si demain le Hirak réussit à instaurer une vraie démocratie, ce sera à ce moment-là à l'État légitime algérien, la République algérienne, qui pourra émettre cette demande aux États européens pour leur demander de geler ou de restituer les avoirs de ces... Est-ce que je me trompe? Est-ce que Boukhalifa? En fait, si on s'en tient à un débat technique stricto sensu, on n'est pas sorti de ce genre de considération. Là, nous sommes en présence d'élus, d'élus qui gardent quand même leur liberté de temps. Je ne pense pas qu'ils aient outrepassé dans... encore une fois, on peut avoir une discussion de nature byzantine, on va tirer Mais ont-ils failli à la lettre ou à l'esprit du mandat qui est le leur? Je ne pense pas qu'ils aient failli à l'esprit du mandat qui est le leur. D'autre part, ça n'exprime qu'une solidarité des peuples d'Europe, au-delà du détail que ça peut faire. Il y a eu des antécédents. Maintenant, sur le plan technique, on peut avoir un débat juridique avec des spécialistes, et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Je voulais juste ouvrir une parenthèse et je la ferme rapidement. Donc il y a eu un travail de lobbying qui a été fait par des ONG, qui ont échangé des courriers avec énormément de députés, pas uniquement le député Glucksmann, mais d'autres députés, parce que arriver à faire voter quand même quelque chose dans le cadre d'une commission européenne, c'est un travail. Malgré tout le travail d'anti-lobbying qui a été fait par Total, il faut le dire, au profit de l'État algérien. Voilà. C'est un lobbying pour essayer de saborder cette résolution. Tout à fait. Total a tout fait pour saborder cette résolution qui est en faveur du peuple algérien, et au détriment du régime. Oui, voilà, ça a été fait. D'autre part, les membres de cette commission ont été destinataires de courriers qui tenaient régulièrement la comptabilité du nombre d'arrestations. C'est-à-dire que ces gens-là parlaient en connaissance de cause. Donc, ils avaient à leur disposition ces correspondances, ils avaient à leur disposition la comptabilité qui a été tenue par Amnesty International et plein d'autres ONG qui activent sur le terrain. Maintenant, elle peut diviser. Pour faire simple, pour faire clair. Donc, un homme politique algérien, que moi je considère comme étant une relique du passé, et ça me fait de la peine énormément, pas pour lui, mais pour la jeunesse qu'il draine autour de lui, qui n'arrive pas à s'en émanciper. Le peuple algérien tente de s'émanciper, et je pense qu'il y arrivera, va s'émanciper fatalement et inexorablement du système, et on a encore des jeunes qui s'agglomèrent et qui s'agglutinent autour d'une figure tutélaire, et je le nommerai, et j'en assume l'entière responsabilité, M. Sofiane Djilali, qui a tiré et qui a torpillé à boulet rouge pertinemment, il le fait pertinemment et il le fait sciemment. Donc, j'ai utilisé sur... Je tiens juste à préciser que nous lui donnerons un droit de réponse. Ah oui, bien sûr. Moi, je l'ai dit sur le mur de mon réseau social, j'ai dit que torpiller cette résolution, je considère pour ma part que c'est une forme d'indigence politique, et si ça ne l'est pas,
c'est une façon de prendre position en faveur du régime. Donc maintenant, libre à tout un chacun de donner des gages pour entrer dans les rangs. Voilà. Et cette façon de faire cohabiter le chou et la chèvre, je pense qu'aujourd'hui, les Algériens n'en ont pas besoin. Elle peut être clivante sur un certain nombre de raisons, parce qu'elle n'aborde pas, peut-être pour un certain nombre de mes concitoyens, mais tout simplement aussi, il y avait un écran de fumée d'abord. Et je peux vous certifier que la plupart des gens qui la torpillent ne l'ont pas lu. Oui. Et c'est ce qui arrive 9 fois sur 10. Ils n'ont pas lu. Elle parle de quoi, la résolution ? On ne retient que l'ingérence, on ne dit même pas le Parlement européen, l'ingérence de l'OTAN. On parle de l'instrumentalisation. Or, on vient de démontrer dans un quart d'heure d'échange entre nous que l'instrumentalisation est le fait du régime et pas de l'ordre. Aujourd'hui, nous avons une solidarité entre les peuples qui s'exprime. Et je pense que tout militant politique convaincu doit aller dans ce sens-là, doit réfléchir dans ce sens-là. On a eu des sons de cloche, mais que fait l'Europe ? Que fait l'Europe ? Les États gèrent leurs intérêts, les peuples s'expriment à travers leurs représentants. Dans des résolutions notamment. Mais ma question, pour répondre à cette déclaration de Soufiane Djillali dont vous venez de nous parler, qui dit exactement cela. Si l'Union européenne voulait faire quelque chose, elle aurait dû demander le gel des avoirs, etc. Est-ce que vous voulez répondre ? Allez-y. En fait, c'est toute la problématique quand on fait dans le global et sans vraiment faire un peu de pédagogie. D'accord. Déjà, c'est ce problème du pouvoir du Parlement européen. Il y a tout un débat en Europe déjà par rapport à la refonte de toute l'Union européenne, comment elle a été construite, parce qu'elle a été construite sur une base économique à la base. Donc après le cheminement historique, maintenant on arrive à des blocages qui a fait que l'Angleterre est sortie. Même en France, il y a des Frexit, il y a des gens qui appellent à sortir de cette union, comment elle est construite actuellement. Il faut savoir qu'en Europe, la Commission européenne, c'est elle qui détient tous les pouvoirs. Les commissaires européens, ils sont désignés par le chef d'État européen. Et le Parlement n'a aucune valeur ajoutée par rapport à la Commission. La Commission européenne, c'est l'exécutif. Exactement, c'est l'exécutif qui représente les États au sein de l'Union européenne. C'est eux c'est la Commission qui a tous les pouvoirs. Par rapport à la question monétaire, par rapport aux questions économiques, par rapport à beaucoup de lois, c'est la Commission qui met les lois. Enfin, c'est elle qui. Le Parlement européen, c'est vrai qu'il représente les Européens. Il faut rappeler, parmi les Européens, il y a beaucoup de binationaux. Il ne faut pas oublier qu'en Europe, il y a 6 millions d'Algériens, enfin d'Européens au sens large, parce qu'il y a en Europe, en Belgique, en Angleterre, la majorité en France, mais il y en a partout des Européens d'origine algérienne qui votent, qui font élire ces députés. Ouais. Donc si on veut parler, même les rassemblements du dimanche à Place République ou là à Bruxelles, on peut dire aussi c'est l'ingérence, parce que c'est à l'étranger. Donc il faut revenir à la base. C'est des parlementaires qui sont élus, donc ils ont complètement, comme disait notre ami Boukhalifa, la liberté de parole. Et c'est des représentants des peuples et non pas les représentants des États. Exactement. Mais la question que je voulais que vous m'y répondiez, est-ce que quand ils font une résolution, c'est pas moi, est-ce qu'ils tiennent compte des traités, des points qui figurent dans les traités, ou est-ce qu'ils peuvent exhorter ou recommander ou inviter tout ce qu'ils veulent ? Par exemple, cette question que Soufiane Djillali a soulevée, il a dit si vous voulez faire du bien, ils auraient dû demander le gel. Est-ce qu'il est dans leur prérogative de demander le gel des avoirs des barons du régime ? Je pense, Boukhalifa l'a bien dit, je pense que les gens n'ont pas lu la résolution. Franchement, c'est parce que la résolution, on parlait, c'est la première fois que le Parlement européen s'exprime. C'est faux. Le 27 mars 2019, il y a eu déjà une résolution sur les événements qui se passaient en Algérie. D'accord. Donc, il faut rappeler que l'accord d'association Union européenne-Algérie a été signé en 2012. Le 30 avril 2015, il y a eu une autre résolution où elle condamnait l'arrestation des militants. Presse, des militants, oui. Donc, il faut expliquer c'est quoi déjà une résolution. Une résolution, c'est un avis.
Il n'a aucune force de contrainte, il n'y a pas de contrainte juridique derrière. Donc c'est une expression de la vie européenne par rapport à un voisin immédiat. Donc en plus un partenaire économique, historique, tout. Et dire que notre ami Aïssa Rahmoun... Sur cette question, est-ce que les parlementaires européens ont le droit, comme l'a demandé Soufiane Gileli, d'exhorter leurs États respectifs à geler les avoirs des barons? Ou est-ce que c'est du seul ressort de l'État légitime en question? Et pourquoi pas? Que Soufiane Gileli n'a qu'à faire du lobbying par rapport à ça, parce que cette résolution, il ne vient pas du ciel. Il y a eu tout un travail d'ONG, de militants, on les connaît, enfin même des personnes proches de nous qui ont écrit aux parlementaires, qui sont partis voir ces parlementaires. Après, tout ça, ça fait qu'on arrive il y a eu le débat, il y a eu la plénière. Après, cette plénière a adopté la résolution. Mais les gens ne lisent pas la résolution. Qu'est-ce qu'il y a dans la résolution? Il faut la lire, la résolution. Elle revient en détail sur toutes les arrestations et elle nomme les personnes, les dates, elle dit tout par rapport au dépassement des droits de l'homme. La liberté de la presse. La liberté de la presse, les arrestations arbitraires, en s'appuyant sur des règles de droit. Mais il y a un point que l'Union européenne a oublié de mentionner, qui est pourtant la plus grave violation jamais observée dans l'histoire, dans les relations internationales. Le Maghribia était devenu le média de télévision numéro 1 en Algérie. Je le dis, je l'affirme, d'ailleurs tout le monde le reconnaît. Un État étranger s'est ingéré à la demande de l'État algérien, du régime algérien. Un État étranger a fait pression sur Eutelsat pour la forcer à chasser El Maghribia de son satellite. C'est une véritable ingérence. Et les gens d'Eutelsat qui ont reçu Yahya Bonouar, un hirakiste ici en France, n'ont pas pu lui répondre. Et la seule chose qu'ils ont dit, nous l'avons fait à la demande de l'État algérien. Ils n'ont pas précisé que c'était sur pression d'une puissance étrangère. Et là, pourquoi l'Union européenne n'en a pas parlé? Pourtant, le Maghribia, Qanat Shab, c'est une chaîne de télévision d'une importance capitale dans le Hirak. Et c'est pour ça d'ailleurs que le régime a fait des mains et des pieds. On nous dit même qu'il a menacé cette puissance occidentale de certaines choses. Et personne n'en parle. Ça, je ne peux pas répondre à la place des parlementaires. Oui, mais il faut écrire aux parlementaires, il faut les interroger. Donc, je pense qu'on est dans une démocratie, on peut leur écrire. Ils ont des permanences, on peut aller les voir. Et pourquoi pas rajouter... parce qu'il y a tout. Enfin, moi, j'ai toute la résolution. Il y a tous les faits qui se sont déroulés depuis le mois de mars. Juste pour finir par rapport à cette question de résolution, le 21 et le 22 septembre 2019, dans l'examen périodique universel des droits de l'homme à l'ONU, l'Algérie a été citée par rapport au dépassement des droits de l'homme. Donc, c'est la vie normale des relations internationales. Donc, dont l'Algérie est signataire. Voilà. Donc, la résolution s'appuie sur l'accord d'association, comme je le disais tout à l'heure, sur l'article 2. Elle s'appuie sur la Constitution algérienne. Tous les articles de la Constitution algérienne sont rappelés dans le cadre de cette résolution. Et aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme, auquel l'Algérie adhère. C'est que la Déclaration universelle de 1948, elle est présente dans la Constitution de 1963. Et dans la Constitution algérienne, les traités internationaux prennent la priorité sur la Alors, votre avis personnel, l'un et l'autre, je vous demanderai d'aller assez vite parce que nous arrivons à la fin de l'émission et nous devons encore donner la parole à Amira Bouraoui. Est-ce que c'est une Boukhalifa pour vous? Est-ce que c'est une ingérence ou non? C'est une ingérence pour le système, oui, parce que ça le met à nu. C'est une ingérence pour ceux qui veulent surfer sur la vague, oui, mais ce n'est pas une ingérence. C'est une victoire du peuple algérien parce qu'il y a une solidarité entre les peuples qui se manifeste. Elle est consignée dans l'histoire. Et aujourd'hui, il y a eu des syndromes par le passé qui fait que les parlements européens ne veulent pas se retrouver et se dire dans 50 ans qu'ils sont passés à côté d'autre chose. Ça les concerne. Mais nous, ce qui nous concerne, c'est qu'il y a un travail qui a été fait, un travail de sensibilisation qui a été fait au-delà du simple cas du député Glucksmann qui semble faire l'objet d'une fixation pour un certain nombre de mes compatriotes. Voilà. Et c'est un faux débat quand on arrive là-dessus.
la résolution est encore une fois, je le dis et je l'assume, c'est la victoire du peuple algérien. Parce que l'essoufflement émancipateurs des pays du Sud, il a été complètement étouffé. Il a été complètement étouffé. Et il est en train de reprendre le souffle avec la révolution algérienne qui est en train de s'exporter. Aujourd'hui, ça donne une autre image de ce que nous voulons faire. Donc je considère que la manipulation ou l'ingérence n'est vue que par le régime et ses affiliés. Et ce qui me gêne encore une fois de plus... Et ceux qu'elle réussit à tromper. Et ceux que le régime réussit à tromper. Non, je pense que ceux dont on parle veulent donner des gages. C'est leur manière de donner des gages pour rentrer dans les rangs. Alors, M. Hamidi, est-ce que c'est une ingérence ou non? Pour moi, ce n'est pas du tout une ingérence, c'est la vie normale du droit international déjà, par rapport aux accords que l'Algérie a signés. Donc, on est tenu de les respecter. Donc, si c'est normalement, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a aucun problème par rapport. En fait, parce qu'à un moment, on dit qu'il faut que la question algérienne soit internationalisée. Ben voilà, et là, ça commence à donner des résultats, c'est le Parlement européen. Donc ça s'inscrit dans la relation entre les peuples, c'est très important, parce qu'il faut voir que ce qui se passe en Algérie, ce n'est pas un instant T dans l'histoire. C'est un processus long qui a commencé peut-être le 22 février et qui a eu tout un... peut-être en train de provoquer des réactions en chaîne, y compris à l'international. Exactement, donc c'est formidable ce qui se passe en Algérie. Là, on est rentré dans le 9e mois. Pas de morts, enfin, même s'il y a eu certains morts, enfin, mais il n'y a pas eu de violence. Tout est imputable au régime, oui, le dire. Donc, et ça, c'est formidable. Donc, pour moi, c'est la continuité de l'histoire. Et là, il faut vraiment dépasser ces petits... réflexes chauvins. Exactement. Donc, alors nous avons perdu Aïssa Rahmoun, malheureusement. Son avis aurait été très bon. Alors, moi, tel que j'ai compris, je vais aller vers Amira Bouraoui, tel que j'ai compris, c'est un peu comme si vous et moi, nous avons signé quelque chose, un accord d'association entre la rive sud et nord de l'Europe, où moi, je m'engage, moi, l'Algérie, avec vous, je dis, voilà, on signe un traité ensemble. Si je dépasse, si je viole la liberté des gens, vous pouvez m'interpeller. Si je ferme la presse, vous pouvez m'interpeller. Si j'emprisonne les gens de façon illégale, injuste et en violation du droit, vous pouvez m'interpeller. Et je signe. Moi, l'Algérie, je signe. Je m'y engage. Après vous ne m'interpellez que sur ce sur quoi j'ai signé, moi-même. J'ai signé ceci. Et je n'ai pas signé que vous pouvez m'interpeller pour les fonds que j'ai exfiltrés du pays. Ça, je ne l'ai pas signé, ça. Donc, si moi-même je vous ai demandé de m'interpeller dans le cadre des violations que je pourrais commettre, ce n'est donc pas une ingérence. Pas du tout. Mais la dilapidation même des biens dans l'esprit de ce qui a été signé, d'écrire ce processus-là, même si les députés vont outrepasser dans la lettre l'accord en lui-même, mais ils ne violent pas l'accord dans l'esprit, puisque la dilapidation des biens est une atteinte aussi. Mais il y a aussi, si on fouille plus loin, il y a des antécédents. La plupart des satrapes qui gouvernent encore toute l'Afrique sont en train de se faire rabrouer chez eux. Paul Biya, qui passait pratiquement les 3/4 de l'année en Suisse, vient de se faire inviter gentiment à ne plus remettre les pieds en Suisse. Ben voilà. Alors, Amira Bouraoui, sur cette question, clairement, est-ce que pour vous, c'est une ingérence du Parlement, et je ne dis pas de l'Union européenne, de l'Union européenne dans les affaires algériennes? Pour moi, ce n'est pas de l'ingérence. Les parlementaires ont parlé au nom de peuples, des peuples qui nous soutiennent. Ces parlementaires ont été élus par leur propre peuple et ces peuples-là font pression sur eux également.
pour qu'ils puissent soutenir d'autres peuples pour leur libération. L'ingérence, elle vient des différents ambassadeurs qui sont en train de se balader chez nous pour rencontrer les futurs candidats caducs d'une élection rejetée par le peuple. Là se trouve l'ingérence. L'ingérence se trouve dans tout ce qu'on a pu jusqu'ici concéder comme intérêt à d'autres puissances étrangères sans que ça puisse servir l'Algérie. Là se trouve l'ingérence. Mais l'ingérence ne se trouve absolument pas par rapport aux parlementaires. Sinon, il y a ce matin l'Union africaine. Il faut qu'on en parle, Monsieur Ben Chennouf. L'Union africaine s'est exprimée ce matin pour refuser que le Parlement européen se mêle de l'Algérie, etc. Je pense que l'Union africaine gagnerait beaucoup. Le Parlement africain et le Parlement arabe. Partout où il y a des despotes, voilà. Partout où il y a des despotes et des pirates et des voleurs, ils se sont exprimés contre cette résolution. Je pense que ces gens-là gagneraient beaucoup à soutenir les peuples africains pour qu'ils puissent s'émanciper et qu'ils puissent militer contre les différentes dictatures. Et là, l'Afrique gagnerait énormément. Et là, on serait à égalité avec le Parlement européen et le Parlement africain. Et là, tout le monde se sentirait très, très bien. Merci, Amira Bouraoui. Mais très vite, vraiment. On a dépassé très largement. Oui, tout simplement, je voudrais que ceux qui torpillent cette résolution puissent faire un minimum de travail, c'est-à-dire de prendre une plume et une feuille, de prendre cette résolution, de mettre juste en face ce sur quoi ils ne sont pas d'accord. Et de la lire d'abord. Voilà. De la lire d'abord. Voilà. Comprendre ce que ça veut dire. Très vite. Oui, juste une précision par rapport à la question de Maghrébia. Il ne faut pas oublier que c'est du droit anglais, le Maghrébia. Donc, je ne pense pas que ça rentre dans la question de la résolution. Merci de m'y avoir fait penser. Donc, voilà, il faut une lecture politique. Absolument. Je pense qu'il y a la lecture juridique aussi qui est importante. Absolument. Merci beaucoup. Je rappelle une chose, peut-être que je me trompe. On a cherché partout pour trouver la déclaration du ministre de l'Intérieur espagnol au sujet de son soutien aux élections, au processus électoral de la junte, du régime. On a cherché une vidéo pour voir, parce que généralement, ce genre de déclaration, le régime ne s'en prive pas hein, pour la relayer, la faire montrer aux gens, elle n'existe pas. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé. Sinon, nous arrivons donc à la fin de l'émission. Je remercie Boukhalifa Ben Mamar, Ouhab Hamidi, Amira Bouraoui, Aïssa Rahmoun, que nous regrettons d'avoir perdu. Je vous remercie, mes chers amis, d'avoir suivi cette émission. Encore une fois, je rappelle que jusqu'à présent, c'est le régime qui panique, c'est le régime qui est aux abois, c'est le régime qui se livre à de véritables actes de détresse, de noyés qui s'accrochent à n'importe quoi et qui, dans un véritable syndrome du Titanic, je rappelle que si nous sommes arrivés à cette situation dont nous ne rêvions même pas, il y a quelques mois seulement, c'est parce que nous avons su rester pacifiques, que nous avons su rester unis malgré tous les efforts de ce régime pour nous diviser, pour nous monter les uns contre les autres. Donc, Selmiya, Khawa, Bqaw ala khair, Slama. Écoutez-moi. Retournez chez vous. Qu'est-ce que vous voulez? الاستقلال روحوا بلادنا الاستقلال الاستقلال الحقوا حريتنا هاتوا خارج منامي هاتوا
نور القلوب الفاسي منا أصمت الهادي شفيعنا زيد بنو عدنان